2 avril 1974. Témoignage sur Georges Pompidou par Édouard Balladur. À 20h, je suis appelé rue d'Assas au domicile du professeur Jean Bernard. J'y retrouve avec lui Vignalou et Bastin. Il m'annonce le décès du président. Il était prévisible depuis la fin de la matinée. Les médecins sont formels, personne d'autre que sa famille et ceux qui le soignaient ne l'a approché le dernier jour. J'ai moi-même passé presque 24 heures d'affilée quai de Béthune, mais sans avoir accès à lui, pas plus que Juillet, quoique prétende la presse. Ces derniers mots à votre intention, me disent-ils, ont été ceux que son fils vous a transmis aujourd'hui mardi, vers midi. Il faut que ceux qui ont à gouverner gouvernent, que mes collaborateurs suivent les choses. Je verrai Balladur et Juillet dès que je le pourrai, en tout cas pas avant mercredi prochain. Pourquoi mercredi? Comptait-il annoncer alors sa démission? Puis, vers 17h, il a dit à ses médecins « Je vous remercie de ce que vous faites pour moi » et a continué à glisser lentement vers la mort. Elle a été paisible. Je demeurai quelques instants songeur. Dehors, la soirée était douce, le printemps arrivait, le jardin du Luxembourg, si triste l'hiver, reprenait vie, comme toute la nature. J'avais imaginé une nouvelle discussion sur la teneur d'un communiqué médical, pas qu'on m'appellerait chez Jean Bernard pour me faire part de la mort de Georges Pompidou. Ainsi prenait fin de façon dramatique la vie longtemps si heureuse et pleine de succès d'un homme qui semblait tellement doué pour le bonheur et qui avait résisté à l'adversité avec tant d'acharnement. En pensant à lui, je ressentais un soulagement que son épreuve eût pris fin. Je vais devoir publier un communiqué annonçant son décès. Il ne pourra préciser les causes médicales de sa mort qu'avec l'accord de sa famille. Les médecins partagent mon avis. Je rentre en hâte à l'Élysée où j'appelle Poher, président du Sénat, puis Edgar Faure, président de l'Assemblée nationale, avant de publier, à 22h, le communiqué dans lequel j'annonce très brièvement le décès de Georges Pompidou, sans évoquer ses causes médicales. Juillet qui, me dit-il, s'est rendu quai de Béthune en fin d'après-midi, toujours à la recherche d'un testament politique qu'il voudrait bien pouvoir affirmer avoir recueilli, a aussi prévenu Mesmer. Dans la relation qu'il m'en fait, sans le dire vraiment, il souhaite manifestement donner à entendre qu'il aurait vu Pompidou. Il n'insiste pas, moi non plus. Peu après, je reçois Alain Pompidou, venu à l'Élysée, toujours calme, dominant son émotion, attaché à accomplir jusqu'au bout son devoir envers son père. J'ouvre devant lui l'enveloppe que Georges Pompidou m'avait confiée au début de janvier. Il m'avait alors dit qu'elle contenait son testament, ses dernières volontés et un certain nombre de papiers personnels destinés aux siens, ajoutant « Vous ferez le nécessaire pour les leur remettre le moment venu. Mais cela ne veut pas dire qu'il va venir. » Cela me donne à penser qu'il avait en moi plus de confiance que je ne l'imaginais, que j'ai sans doute eu tort de ne pas lui parler plus librement, depuis 15 jours, au retour de Pitsunda. Il n'aurait pas à douter que mon avis n'était inspiré par aucun autre intérêt que le sien. Mais, s'il avait démissionné il y a quelques jours, qu'y aurait-il aujourd'hui de changé? Je remets à Alain Pompidou les diverses lettres qu'il destinait à sa femme et à son fils. Pour ce qui est de son testament, Juillet lui demande de l'ouvrir devant nous. Il le fait, le parcourt, nous dit qu'il ne contient rien de politique. Juillet lui demande de le lire à haute voix. Je proteste. Alain Pompidou commence à le faire. Je l'interromps et lui demande de ne pas continuer. Le testament, comme son codicille, avait un objet purement familial et privé.